Et salut YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo hors sujet qui inaugure une nouvelle catégorie des hauts et des bas. Aujourd'hui, un thème d'actualité puisque nous allons discuter sur le thème: la Russie est-elle une dictature? C'est une question qui revient souvent dans les débats qu'on peut avoir avec ses amis, sa famille, autour d'un repas de famille. Est-ce que c'est caricatural? Est-ce que c'est vrai? Pour ce faire, je suis parti sur une optique simple. On va prendre comme référence notre propre pays, d'une part parce que je connais bien ces institutions, comment ils fonctionnent, et d'autre part parce que la France est considérée comme une démocratie dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de débat à ce sujet. Et nous allons comparer donc la France et la Russie dans leurs institutions, dans leur façon de gouverner, dans la façon dont s'exerce le pouvoir, et ainsi de suite. Pour commencer, on va se poser la question de savoir comment donc sont élus les présidents de la République en France et en Russie. Alors en France, c'est au suffrage universel direct, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui votent directement pour élire leur président depuis que le général de Gaulle a fait la 5e République, enfin sa réforme constitutionnelle. C'est exactement la même chose en Russie, qui eux aussi utilisent le suffrage universel direct à 2 tours. Donc c'est un scrutin, unanime. Ceux qui auront retenu le plus de voix, les deux premiers auront droit à passer au second tour, et celui qui aura le plus de voix au second tour sera élu. À noter que dans les deux cas, si un candidat fait plus de 50% au premier tour, il est directement élu. En France, le président est élu pour 5 ans. En Russie, il est élu pour 6 ans. Alors, qui peut se présenter à l'élection? Alors, en France, il faut avoir 18 ans, avoir la nationalité française, il faut être inscrit sur la liste électorale, etc., etc. Il y a un certain nombre de critères, mais les deux principaux sont ceux-là. En Russie, c'est un petit peu différent. Il faut avoir au moins 35 ans et résider en Russie depuis 25 ans. 2 mandats consécutifs en France maximum pour le président de la République. C'est également le cas en Russie depuis la dernière réforme constitutionnelle qu'a mis en place le gouvernement russe, qui a été un petit peu décrié, puisque ça permet effectivement à Vladimir Poutine de faire 2 mandats supplémentaires. En France, il faut avoir 500 parrainages d'élus. Comme vous le savez, c'est d'actualité. En Russie, c'est un peu différent. Chaque parti politique qui est représenté à leur assemblée, l'équivalent de leur assemblée nationale, peut présenter un candidat sans avoir besoin de parrainage. Et si vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, il vous suffit d'avoir 100 000 parrainages citoyens pour se présenter. Donc on peut déjà remarquer que nous avons un mode de scrutin, enfin en tout cas un mode de désignation des candidats qui est un peu plus démocratique en Russie qu'en France, notamment cette année où François Asselineau ne sera pas présent alors qu'il avait été présent il y a 5 ans, qu'il voulait se présenter, qu'il avait un programme, un parti politique. On a un mode de scrutin aujourd'hui qui est presque censitaire en France, avec 3 tours finalement, puisqu'on a un choix de candidats qui se fait sans l'assentiment des Français et qui pose un vrai problème, puisqu'on a failli ne pas avoir Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon à l'élection si par exemple le Modem et François Bayrou ne s'étaient pas un petit peu mobilisés pour leur asséner leur parrainage. Quels sont les pouvoirs du président? En France, donc, c'est le chef des armées, tout comme en Russie. Il décide donc en temps de guerre, il décide de la diplomatie. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, le président français. C'est également le cas du président russe. Il a l'initiative pour proposer les lois, donc le gouvernement propose les lois. C'est également le cas en Russie. Et le président a pour principale fonction de gérer normalement les affaires internationales et d'être garant de la Constitution. C'est exactement la même chose dans la constitution russe. Le président gère les affaires internationales et est garant du respect de la constitution. Comme on l'a vu, les deux systèmes sont très proches sur le point de vue de l'exécutif. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est du point de vue du législatif.
Alors, en France, nous avons un Parlement qui est composé donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. On retrouve exactement le même système de fonctionnement en Russie, qui s'appelle donc l'Assemblée fédérale, qui est constituée de la Douma, l'équivalent de notre Assemblée nationale, donc, et du Conseil de la Fédération, qui est l'équivalent de notre Sénat. Donc la Chambre basse, la Douma en Russie avec 450 sièges et l'Assemblée nationale en France avec 570 sièges, 577 sièges. Les deux sont élus pour des mandats de 5 ans. En France, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours avec primo-gagnant, ce qui va donner, on va le voir, des résultats aberrants. En Russie, c'est un peu plus démocratique puisque nous avons une moitié de l'Assemblée qui est élue à la proportionnelle intégrale, donc le parti arrivé en tête rafle la mise, et l'autre moitié via un scrutin unique national avec un minimum de 5%, c'est-à-dire qu'on vote de façon nationale et tous les partis qui ont plus de 5% obtiennent des députés. La différence, ça donne ça. Ça donne qu'en France, la dernière élection, nous avons eu La République en marche et le MoDem qui ont eu même pas 50% des voix et qui se retrouvent avec une très 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 large majorité. Comme vous pouvez voir sur le camembert du haut, demi-donut plutôt du haut, c'est l'Assemblée telle qu'elle serait si on avait fait une proportionnelle intégrale et telle qu'elle est en dessous dans la réalité. Donc nous avons un très gros problème de représentativité avec ce système. En Russie, on voit que le parti de Vladimir Poutine en Russie unie donc a eu 54,1% des suffrages sur la totalité du pays. Il se retrouve avec une majorité effectivement un peu plus forte que 54,1%, mais la différence est infiniment moins flagrante, notamment vis-à-vis de l'opposition, que en France. On peut d'ailleurs remarquer que l'opposition en Russie a quasiment 30 à 40% des sièges de l'Assemblée. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce qu'on a en France. On a un peu plus en France, mais grosso modo, il n'y a pas trop de différence. La Chambre haute maintenant. Donc le Sénat, 348 sièges en France, le Conseil de la Fédération, 170 sièges en Russie. Un mandat de 6 ans en France pour les sénateurs. En Russie, c'est un peu différent puisque chaque région va envoyer ses délégués et donc la durée du mandat sera variable en fonction de la région. Donc chez nous, ce sont les 150 000 grands électeurs, donc les maires, conseillers régionaux, etc., qui renouvellent la moitié du Sénat tous les 3 ans. Il y a différents modes de scrutin. En Russie, donc chaque sujet envoie 2 représentants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Eh bien, ce sont donc les 22 républiques qui composent la Fédération de Russie, puisque la Russie est une fédération. Hein. 46 oblasts, 9 kraïs, 4 ougours autonomes, 1 oblast autonome et 3 villes fédérales. Donc voilà, tous ces sujets envoient 2 représentants et ça donne 170 sénateurs. Quels sont les pouvoirs de ces assemblées? Donc l'Assemblée nationale vote les lois en France, c'est la même chose en Russie, la Douma vote les lois, le Sénat peut amender un projet de loi, c'est la même chose en Russie. En cas de désaccord, il y a une navette parlementaire, etc. Et l'Assemblée nationale a le dernier mot s'il n'y a pas de compromis qui puisse être trouvé avec le Sénat. En cas de désaccord, la Douma a le dernier mot également en Russie, après même système, navette, etc. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec la Chambre haute, c'est la Douma qui a le dernier mot. En France, l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. En Russie, on peut appeler à voter la défiance, exactement la même chose, pour faire tomber le gouvernement. Oui, mais Poutine muselle la presse, me direz-vous. C'est vrai que dans une élection et dans une démocratie, il faut une presse libre. Alors en France, nous avons plusieurs chaînes publiques, France 2, etc., et privées. En Russie, aussi étonnant que ça puisse paraître, nous avons plusieurs chaînes d'État, donc publiques, comme chez nous, et également privées. La presse est détenue par, la presse privée est détenue par des oligarques, qu'on appelle les oligarques. Alors un oligarque, c'est milliardaire, pour faire simple. Ça tombe bien, puisqu'en France, la presse est détenue par 11 milliardaires. En France, Internet est censuré sur plusieurs points. On a pu le voir durant le Covid où la censure a régné en maître. C'est aussi le cas en Russie. Et les chaînes
ou journaux peuvent être interdits en France. On en a eu encore l'exemple récemment avec Sputnik et RT France, interdits du jour au lendemain alors qu'ils n'avaient rien fait d'illégal. Et c'est aussi le cas en Russie. Donc le rôle de la presse n'est pas spécialement plus brillant en France qu'en Russie. Ce n'est donc pas pour moi un critère pour dire que la Russie est pire que nous ou qu'une dictature. Oui, mais Poutine triche en éliminant ses opposants. C'est quelque chose que l'on entend souvent. Alors en 2018, donc la dernière élection présidentielle russe, il y a eu 6 candidats. Donc on peut déjà dire qu'il y a quand même un certain nombre d'opposants à Vladimir Poutine qui participent aux élections. Quand on entend Vladimir élimine ses opposants, on a l'impression qu'il se présente tout seul aux différentes élections. Ce n'est pas du tout le cas. Son principal opposant est le Parti communiste russe, qui a fait quasiment 12% aux dernières élections. Mais vous avez sûrement plus entendu parler du cas Navalny, qui avait recueilli donc les 100 000 parrainages, alors c'était 300 000 à l'époque, parce que c'était avant une réforme, donc qui avait recueilli ces parrainages pour se présenter, et qui n'a pas pu concourir à l'élection car il a été condamné à de la prison ferme pour détournement de fonds. Cet homme que l'on présente donc comme le principal opposant à Poutine, qui a été enfermé, donc qui a été en prison, pèse moins de 5% des intentions de vote, ce qui pour un concurrent est quand même assez faible, d'autant plus qu'on voit qu'il y a d'autres candidats à l'élection qui ont fait autant que lui. En France, nous avons eu le cas Strauss-Kahn, qui du jour au lendemain a été évincé de l'élection présidentielle pour des faits donc de tentative de viol. On pourrait aussi parler de François Fillon qui a eu droit à une batterie de casseroles juste avant l'élection. Donc dire que l'on se débarrasse de ses concurrents en les mettant en prison ou en sortant des petits dossiers, ce n'est pas forcément que en Russie que ça se fait. Néanmoins, il est vrai qu'il y a eu des disparitions plus que suspectes, notamment de journalistes, de membres d'ONG ou de membres de partis politiques, même si il n'y a aucune preuve pour les relier directement au gouvernement russe ou encore moins à Poutine. Ça reste quelque chose qui existe et qui ne peut pas être ignoré. Oui, mais les élections sont truquées. Alors, il y a eu un rapport de Transparency International, pardon. Donc la Russie a été classée 143e rang sur 183, donc dans ce classement qui classe les pays en fonction de la liberté lors du vote, de la transparence du vote, etc. Qu'est-ce qui a été reproché à la Russie? Avec principalement un manque de choix proposé aux électeurs. Je pense qu'en France, on coche aussi la case, vu que tous les candidats ou presque sont européistes, ne veulent ni sortir ni de l'euro, ni de l'Europe, ni de l'OTAN, vont tous mener exactement la même politique comme ces dernières années. On leur a reproché une concurrence entre les candidats non équitable. Quand on sait le temps de parole donné à certains candidats, Macron, pour ne pas le citer, en 2017 par rapport aux autres, c'est exactement la même chose en France. L'absence d'un arbitre indépendant. Donc en France, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'exécutif qui organise l'élection, donc le président sortant. On a vu plus indépendant quand même pour organiser les élections. On leur reproche aussi l'absence d'isoloir, des votes contraints ou des votes influencés, des bourrages d'urnes. Bref, ce genre de choses a déjà existé dans notre pays, existe toujours. Le bourrage d'urnes, c'est un grand classique. Nous sommes plutôt tentés par un vote électronique qui amènerait à des fraudes massives ou le vote par correspondance qui a été précisément interdit parce que ça posait problème. On pourrait donc très rapidement chuter dans ce rapport également. Oui, mais les manifestations sont réprimées. Alors, est-ce que l'on peut réellement manifester en Russie? On entend souvent dire qu'il est impossible de manifester. On entend parler d'arrestations arbitraires, d'emprisonnement des manifestants, de répression policière. Ah non, on m'indique qu'en fait, on est en train de parler de la France, où l'on matraque les gilets jaunes, on leur crève les yeux, où la violence a atteint un niveau assez incroyable durant ces 4 dernières années. On a vu des chars et des blindés en tout cas sur les Champs-Élysées.
On a eu des arrestations arbitraires et préventives dans le mouvement des Gilets jaunes en France. On a eu également plus de 10 000 gardes à vue et 400 peines de prison ferme. C'est un record absolu. Je ne crois pas donc que nous ayons beaucoup de choses à dire à la Russie en ce domaine non plus. Alors, conclusion. Eh bien, est-ce que la Russie est une dictature? On l'a vu, les institutions russes et les constitutions sont relativement proches de celles que l'on connaît chez nous. Le pouvoir exécutif, législatif sont très proches dans leur fonctionnement. Je n'ai pas parlé du pouvoir judiciaire, mais c'est parce que le pouvoir judiciaire n'existe pas en tant que tel dans la constitution française, alors que c'est le cas dans la constitution russe. Donc c'est un petit peu plus compliqué on va dire, à faire le parallèle. Est-ce qu'il y a des graves atteintes à la liberté d'expression en Russie? Oui, comme c'est le cas en France. Est-ce qu'il y a de graves atteintes au droit de manifester? Oui, comme en France. Est-ce qu'il y a une censure en place dans les médias? Oui, comme en France. Le problème, ce n'est pas de dire que les choses vont bien en Russie. Le problème, c'est que si l'on considère que la France est à l'heure actuelle une démocratie, alors on ne peut pas dire que la Russie est une dictature puisque l'on fait la même chose chez nous que chez eux. La Russie n'est certes pas parfaite, ça c'est sûr, personne ne dira le contraire. Poutine tient d'une main de fer son pays depuis 20 ans, il va probablement se représenter durant les 2 prochains mandats et donc pourrait rester jusqu'en 2038 ou 2037 à la tête de l'État russe. Reste que décrire la Russie comme une dictature est une caricature propagée principalement par la propagande occidentale. Les Russes ne sont pas si différents de nous et il serait bon de regarder un petit peu devant notre porte avant d'aller crier au loup devant celle des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, c'est le bon moment, on en a besoin en ce moment. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit like et à bientôt.